Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire cette semaine, pollution, haro sur les vieilles bagnoles, Brexit, où en est-on? Et université, quel avenir pour nos étudiants? Face au pic de pollution répété, la mairie de Paris a trouvé la solution. Rendre obligatoire une vignette appelée critère pour pouvoir circuler les jours de pic. Bonne idée ou usine à gaz? Le principe, pour pouvoir circuler en ville, lors des jours de pollution, chaque voiture devra avoir une vignette attestant de son niveau de propreté. Les véhicules les plus anciens, donc les plus polluants, ne peuvent pas avoir de vignette et sont alors interdits de circuler. Moins votre véhicule pollue, plus vous bénéficiez d'avantages de circulation, tels que stationnement et autorisation de circulation en cas de restriction. Vous participez ainsi concrètement à la protection de l'environnement. Mais la réalité est-elle vraiment aussi simple? Le premier problème, c'est que cette mesure ne s'applique que les jours de pic et uniquement sur demande de la mairie, alors que la pollution tue toute l'année. Le second, c'est qu'en essayant de trouver des solutions simplistes, de fait, on pénalise toujours la même catégorie de population, les plus pauvres. Ça, c'est vrai, ça! Certes, la mairie de Paris se défend en expliquant que 64% des voitures qui circulent dans Paris sont conduites par des cadres. Mais ces cadres conduisent des voitures récentes qui ne sont donc pas interdites. Si limiter l'accès de la ville aux véhicules les plus polluants peut sembler une bonne idée, il faut se méfier des solutions trop simplistes. En pratique, ce sont évidemment les véhicules les plus anciens qui sont interdits de rouler, car leurs moteurs ne sont pas conçus selon les mêmes objectifs d'émission de gaz et de particules que ceux des voitures neuves. Mais qui roule aujourd'hui avec une voiture de plus de 15 ans? Bien entendu, les automobilistes les plus pauvres. On a dépensé de l'argent pour avoir ce véhicule. Pourquoi, sous prétexte que ce véhicule est un petit peu plus polluant, ceux qui n'ont pas les moyens de renouveler leur véhicule se verraient interdire le fait de rouler? Dans les faits, les interdictions risquent surtout de tomber sur les 36% de conducteurs les moins aisés, qui conduisent des voitures de plus en plus vieilles, l'âge moyen des véhicules en circulation approchant les 9 ans en 2015. En plus d'être injuste, cette mesure risque donc d'être peu efficace. En effet, quand on compare les axes routiers les plus embouteillés d'Île-de-France avec la carte des revenus par commune, on remarque un détail troublant. Les routes les plus encombrées sont celles qui proviennent des banlieues les plus riches, notamment à l'ouest de Paris. Mais alors, que faire pour limiter enfin le trafic? La question est complexe et dépend en grande partie de l'organisation de la ville et de sa région. De grandes zones mal desservies par les transports collectifs, des entreprises centralisées à Paris, provoquent embouteillages et circulation polluante. Toutefois, d'autres villes comme Stockholm ont expérimenté des mesures innovantes avec le péage urbain qui, pour ne pas pénaliser les conducteurs les moins aisés, sert à financer de nouvelles lignes de bus dans les banlieues les plus enclavées. On ne peut qu'être impressionné par la flotte de bus qui sillonne la capitale suédoise du matin au soir. Des bus qui ne fonctionnent pas au diesel, mais au biogaz, une énergie renouvelable fabriquée à partir de déchets organiques. La capitale suédoise veut devenir une ville vouée au transport public, avec la volonté de réduire drastiquement les trajets en voiture particulière. Mais pour le moment, en France, on préfère les idées classiques. La mairie de Paris impose la vignette critère, et la région Île-de-France supprime la gratuité des transports lors des pics de pollution. Faire payer 2 fois les gens qui travaillent plutôt que de chercher des solutions à long terme, c'est ça l'écologie? Le 23 juin dernier, les Britanniques décidaient par référendum de sortir de l'Union européenne. Un vote historique au regard du processus de construction européenne, sonnant comme un clair désaveu de la vision du monde en vigueur à Bruxelles. Un vote qui incarne le rejet de la précarité généralisée frappant le pays, ravagé par la crise et les inégalités, du démantèlement du système national de santé ou encore d'instances non élues privant les Britanniques de leur souveraineté et confisquant leur démocratie. Ces derniers jours, Theresa May, première ministre britannique depuis le Brexit, s'exprimait enfin sur la situation, d'abord devant les Britanniques, puis au Forum mondial de Davos rassemblant les puissants de ce monde. Lors de ces interventions, Theresa May a bien confirmé l'activation du processus de sortie de l'Union. Commenceront alors 2 années de négociations intenses entre Londres et Bruxelles. Une fois l'accord trouvé, il devra être approuvé par le Parlement britannique. Mieux vaut aucun accord qu'un mauvais accord. Voté par référendum le 23 juin 2016, le Brexit ne fait que commencer.
à un long processus de négociation, dans lequel Theresa May semble malheureusement plus prompte à défendre les intérêts de quelques privilégiés qui se sont enrichis grâce à la mondialisation des échanges que les aspirations populaires qui s'étaient pourtant cristallisées dans ce Brexit. Ainsi, si le Brexit implique la sortie du marché commun, Madame May entend bien négocier des tarifs douaniers préférentiels avec une Union européenne qui représente 44% des exportations britanniques, tout en concluant des accords de libre-échange avec d'autres pays, laissant de ce fait les petites entreprises aux prises avec la concurrence internationale. En parallèle, son plan de développement ne s'apparente guère qu'à un ensemble d'aides ou de cadeaux fiscaux aux entreprises ayant leur siège au Royaume-Uni, selon un modèle financé par les contribuables et favorable surtout aux gros groupes. C'est-à-dire qu'on va diminuer considérablement les impôts sur les sociétés, et donc cela peut avoir ce qui est fait, et surtout un dumping social, car vous savez qu'on parle de précarisation du travail, du marché du travail en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les contrats 0 heure, c'est entre 1,5 million et 2 millions de travailleurs, des travailleurs qui sont extrêmement précarisés, et on menace d'aller encore plus loin, c'est-à-dire une bien plus grande flexibilité du travail, une diminution de l'impôt sur les sociétés, pour créer aux portes mêmes de l'Europe une sorte de paradis fiscal et social. Son projet de transformer le pays en paradis fiscal, à l'image de ce qu'est déjà la City de Londres, permettrait ainsi avant tout à quelques firmes d'échapper à l'impôt en créant des sociétés écrans, sans contrepartie d'emploi et au détriment d'une population devant compenser le manque à gagner fiscal, alors que le gouvernement semble déjà incapable d'apporter des réponses concrètes à l'urgence sociale, démocratique et sanitaire. Ainsi, vendredi dernier, un homme de 56 ans, souffrant d'importants problèmes de santé, est mort des suites de sa maladie après que le Pôle emploi britannique, poussant à l'absurde la logique de la chasse aux chômeurs, l'ait déclaré apte au travail. Dimanche, le Sunday Times a révélé que Theresa May avait délibérément caché au Parlement l'échec d'un test de missile nucléaire dans le cadre du programme militaire Trident, alors qu'elle plaidait auprès des députés un renouvellement de ce programme pour la somme de 46 milliards d'euros. Début janvier, le système de santé britannique a atteint un tel niveau de délabrement que la Croix-Rouge a dû venir en renfort à des hôpitaux publics victimes de compressions budgétaires à répétition. L'épisode a même été qualifié par la Croix-Rouge de crise humanitaire. Autant de dysfonctionnements montrant qu'au-delà de la question des cadres institutionnels, nationaux ou supranationaux, ce sont bien les politiques menées et les intérêts défendus qui comptent. Il y a un parallèle à faire aussi avec ce qui se passe avec Trump, parce que le Brexit et la victoire de Trump, c'est quand même la victoire d'une ligne, d'un certain retour à l'État, d'une certaine forme de protectionnisme, en tout cas de s'affranchir du libre-échange, dans les deux berceaux du libre-échange, que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc ça peut être perçu comme des accidents de l'histoire, ça peut être aussi perçu comme des tendances plus de fond d'une remise en cause d'un modèle de libéralisation à marche forcée qui a produit des dégâts. Les dirigeants de l'Union européenne ont depuis longtemps choisi leur camp. Visiblement, que son pays reste dans l'Europe ou non, Theresa May a choisi le même. Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, vient d'être condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme. Il est accusé d'avoir prélevé 210 000 € de liquide destinés aux frais d'enquête pour financer ses dépenses personnelles et celles de 3 de ses proches. Quand le premier policier de France se trouve être un voyou, faut-il vraiment s'étonner que les Français ne fassent plus confiance aux beaux discours ? Grève et protestation générale d'enseignants, personnels et élèves de lycée ZEP, zone d'éducation prioritaire, qui craignent de perdre les maigres moyens supplémentaires qui leur étaient jusque-là accordés pour faire face à des situations difficiles. L'association Touche pas à ma ZEP réclame un statut clair et plus de moyens. Des demandes de bon sens, mais pourtant toujours absentes des innombrables projets de réforme des gouvernements. Une jeune interne en médecine qui avait fait un carton en vidéo en dénonçant l'état catastrophique de l'hôpital a été victime d'une campagne calomnieuse et méprisante de la part de Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP, Assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est sûr que c'est plus facile que de répondre sur le fond du problème. Pendant ce temps-là, notre service de santé se dégrade toujours plus. Succès de la marche des femmes le 21 janvier aux États-Unis. Ces femmes réagissaient notamment à certaines nominations de Trump, par exemple la désignation comme ministre de la Santé de Tom Price, connu pour ses prises de position anti-avortement. Une manifestation d'inquiétude, mais aussi de force et un avertissement lancé au futur gouvernement américain. Depuis vendredi dernier, les futurs bacheliers peuvent commencer leur démarche d'admission post-bac pour s'inscrire en études supérieures. Un moment crucial.
L'occasion de se former, d'apprendre un métier, mais aussi de développement personnel, de savoir et d'expérience. Un droit important auquel chacun devrait avoir accès, celui de choisir une voie qui lui correspond. Mais en France, la réalité étudiante est bien loin de cela. En effet, notre pays est régulièrement montré du doigt pour son système d'enseignement supérieur qui, au lieu de proposer les mêmes chances à tous, renforce les inégalités sociales. La France est 35e sur 37, c'est une étude de l'OCDE, 35e sur 37 pour ce qui est de est-ce que l'école réduit les inégalités ? La correction des inégalités. C'est ce que souligne un rapport récent du Conseil national d'évaluation du système scolaire, pour qui la responsabilité n'est pas tant à chercher du côté des étudiants ou de leurs familles, mais bien de 30 ans de politiques éducatives qui n'ont fait qu'exacerber ces mêmes problèmes. Aujourd'hui, on fait partie des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. Ça a largement progressé durant toutes les années 2000. En effet, alors que le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter, puisqu'on en compte près de 2,6 millions à la fac, en BTS, en IUT, en école ou en classe prépa, l'État, lui, ne cesse de réduire les moyens mis en œuvre pour les accueillir. Conséquence, les étudiants ne vivent pas du tout leurs études de la même manière, selon qu'ils reçoivent ou non un soutien financier de leur famille. Et avec l'aggravation des difficultés du quotidien ces dernières années, l'accès aux études des jeunes provenant de familles aux revenus moyens ou modestes s'est clairement dégradé. Le système de bourse, qui est censé réduire ces inégalités, n'est pas non plus sans problème. Le retard administratif dans le versement de ces bourses peut atteindre plusieurs mois, ce qui signifie concrètement que des centaines d'étudiants n'ont pas de ressources pour se nourrir, se loger ou se soigner. On s'intéresse maintenant au sort des étudiants azuréens qui viennent de passer un mois de novembre difficile, sans bourse pour ceux qui y avaient droit. L'État vient à peine de les verser. On est en colère parce qu'on ne peut pas jouer avec les aides sociales pour les étudiants. Les bourses, elles doivent arriver à date fixe. C'est comme ça qu'un étudiant il calcule ses dépenses sur un mois. Parce que même à 3 jours près, c'est 3 jours sans revenus, c'est 3 jours parfois sans manger pour un étudiant, et c'est extrêmement compliqué. Bilan ? Aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants doivent travailler pour financer leurs études. Au-delà d'un discours positif sur le monde du travail, c'est un réel problème. On sait depuis longtemps qu'un étudiant qui travaille a 2 fois plus de risques de rater ses études. J'ai un étudiant qui est personnellement venu me voir en me disant « c'est très simple, je vais arrêter mes études, j'ai un boulot à côté que je fais à 12 heures par semaine, je vais le faire à temps plein et tant pis, je recommencerai l'année prochaine ». Les filières qui demandent un gros investissement personnel sont également hors de portée. Comment peut-on en effet concilier 30 heures de cours, 10 heures de devoirs et 20 heures de travail salarié chaque semaine et espérer pouvoir être performant aux examens ? L'état des universités n'aide en rien à compenser ces faiblesses. Entre les fusions et les pôles d'excellence, les gouvernements successifs concentrent les moyens dans quelques filières pouvant se placer dans les classements internationaux. On voit bien que ce qu'essayent de mettre en place les politiques publiques depuis un certain nombre d'années, c'est en lieu et place des grandes écoles, des champions, si je peux dire, pour parler dans la terminologie moderne, qui soient susceptibles de trouver leur place au classement de Shanghai, pour dire les choses brutalement. Pour les autres filières et les universités plus petites, il s'agit de réussir à étudier dans des amphithéâtres trop petits, des locaux vétustes avec peu de suivi pédagogique en raison du trop grand nombre d'étudiants par professeur. Dans un tel contexte, des experts et des managers sortis d'écoles bien financées diront ensuite que les diplômes de l'université ne valent rien. À nous de décider ce que l'on souhaite, réserver une éducation publique de qualité à quelques-uns qui pourraient de toute façon se la payer, ou nous occuper des millions d'étudiants qui feront notre futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette page, à partager cette vidéo autour de vous. Vous retrouverez Tatiana la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.